Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce 20h sur Tui TV. Rendez-vous d'information dont voici les titres. Forum national sur le processus électoral. Tenu hier mercredi et aujourd'hui jeudi, il a porté sur le rôle des acteurs politiques et sociaux pour des élections présidentielles et législatives apaisées. Et puis crise post-électorale, c'est ce qui guette le Burkina Faso à en croire. Le cadre d'expression démocratique et le M21, les figures de proue de ces mouvements étaient face à la presse ce matin. Et enfin, Mali, le président déchu Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, a regagné son pays. C'était hier, mercredi 21 octobre dans la soirée. Il avait quitté son pays le 6 septembre dernier pour des soins et globalement, les Maliens saluent son retour. Encore une fois, merci de nous suivre. Et cette actualité pour ouvrir ce journal, la Cour d'appel de Ouagadougou, dans son arrêté du 22 octobre 2020, a décidé de la mise en liberté provisoire de Jean-Claude Bouda dans l'affaire qui l'opposait au ministère public. Jean-Claude Bouda, ex-ministre de la Défense, était mis en examen pour faux et usage de faux en écriture privée, délit d'apparence. La Cour a ordonné la mise en liberté de l'ex-ministre de la Défense s'il n'est retenu pour autre chose. Il y a quelques jours, il faut le rappeler, soit le 29 septembre dernier, Jean-Claude Bouda avait bénéficié d'une permission d'1 mois pour des motifs de santé. Une actualité sur laquelle nous allons revenir dans nos prochaines sessions d'information. Et puis le rôle et la responsabilité des acteurs politiques et sociaux pour des élections législatives et présidentielles apaisées était la question au cœur du Forum national sur le processus électoral, tenu hier et aujourd'hui en prélude à la campagne électorale qui s'ouvre bientôt. Le forum a été présidé par le Premier ministre Christophe Dabiré. Étaient présents les organisations de la société civile, les représentants de partis politiques, les autorités coutumières et religieuses et les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. Michael Tougli pour le point. Pour des élections apaisées de novembre 2020, les acteurs du processus se parlent. À travers ce forum national sur le processus électoral, le département du Simon Sawadogo veut renforcer la confiance entre les principales parties prenantes au processus des élections. En plus du défi sécuritaire que connaît le Burkina Faso, celui des résultats des élections acceptés de tous devient donc un enjeu au soir du 22 novembre 2020. Il faut impérativement que chaque acteur du processus connaisse et joue son rôle et sa partition. Ce forum Excellence regroupe une large partie de la population burkinabé. Il s'agit notamment des partis politiques officiellement reconnus, des candidats aux élections présidentielles, des organisations de la société civile, des religieux, des coutumiers, du système des Nations Unies, des organisations africaines, de la Commission électorale nationale indépendante, du Conseil supérieur de la communication, des hautes juridictions de ce pays. Ce forum national sur le processus électoral qui se tient sur 48 heures se veut donc un cadre d'échange inclusif sur les dispositions qui encadrent le processus électoral au Burkina Faso. À quelques jours du début des campagnes électorales, du double scrutin, les participants aborderont 4 thématiques, entre autres l'état d'avancement du processus électoral, le pacte de bonne conduite pour des élections apaisées et le contentieux des élections dans le droit burkinabé. Le contexte d'organisation des élections en cours est particulier au regard de la situation sécuritaire qui a fait de nombreuses victimes civiles et militaires et qui entraîne des conséquences dommageables sur le plan social et économique. De ce point, il est donc indéniable qu'un forum national alliant élections apaisées et responsabilité des acteurs politiques et sociaux a une place prépondérante dans cette activité. Pour des élections de novembre 2020 apaisées au Burkina Faso, toutes les parties prenantes au processus devront donc, au sortir de ce forum, définir un ensemble de recommandations. Et les participants sont donc appelés à leur responsabilité et esprit patriotique pour éviter une crise post-électorale au Burkina Faso déjà confronté à une crise sécuritaire.
une crise post-électorale au Burkina après les élections du 22 novembre. C'est d'ailleurs ce que craignent Pascal Zaïda du CED, entendez cadre d'expression démocratique, et Marcel Tankwano du M21. Ils ont exposé leur inquiétude au cours d'une conférence de presse animée conjointement aujourd'hui jeudi à Ouagadougou. Ils déplorent une non-couverture géographique du territoire national avec 22 communes exclues de l'enrôlement et la non-prise de sanctions contre les tentatives de fraude lors de l'enrôlement. Michael Tougri. Pour Pascal Zaïda et Marcel Tankwano, les signes d'une crise post-électorale au Burkina Faso sont évidents. Sur le terrain, des faits pour étayer leurs inquiétudes sont la violation de l'article 48 du Code électoral par tous les acteurs politiques, la non-prise de sanctions contre les tentatives de fraude lors de l'enrôlement et les cas de Zignaré, Boussé, comme s'ils restés impunis, pourraient être des sources de crise électorale. Des citoyens qui sont allés se faire enrôler par-ci, par-là. Or, c'est un élément qui est bien interdit par l'article 48 du Code électoral, qui dit que, au-delà de votre résidence, soit vous avez des intérêts économiques, ou du moins pour d'autres motifs valables, vous ne pouvez pas venir vous inscrire ailleurs. On a un cas palpable où vous avez, par exemple, dans la commune de Komsilga, le village de Gogo, qui compte 300 habitants, et dans le fichier électoral, il y a jusqu'à 782 enrôlés. Et les informations qui nous parviennent, les gens disent que personne ne va quitter ailleurs pour venir voter ici. Vous avez encore ce cas partout à Ouagadougou, à Komabobo, où même en ce moment, on rentre de cours en cours pour récupérer les cartes d'électeurs des uns et des autres. Pour faire quoi? Les risques d'une contestation des élections au soir du 22 novembre sont bien réels et pour le coordonnateur du cadre d'expression démocratique, les informations noteraient l'existence de bureaux de vote et des urnes fictifs, la récupération des cartes d'électeurs par les tierces personnes, des comportements des acteurs politiques de nature à ternir le processus électoral, déplore la coordination nationale des OSC pour la patrie. Vous avez eu les questions des contentieux durant l'enrôlement, que la justice a été saisie. Quel a été le résultat? Vous avez même les auditions qui se poursuivent. On n'a rien dit par rapport à ça. Avant de déclencher la dynamique de la campagne proprement dite, il faut que les prémices qui peuvent être l'objet d'une crise post-électorale ou des contestations soient réglées. La classe politique et même la CENI, tout le monde est au courant que le Burkina Faso court un danger si ces questions ne sont pas réglées. Ce qui est très important, il faut insister, ceux qui se sont fait enrôler ailleurs pour dire on va aller voter pour prendre 2000 francs, ça ne marchera pas. Cette sortie médiatique de la coordination nationale des OSC pour la patrie est d'interpeller tous les acteurs au sens de responsabilité et de probité. Inviter les partis politiques et les candidats à être rigoureux dans le choix de leurs représentants dans les bureaux de vote et à une implication plus accrue de la communauté internationale pour des élections dont les résultats des urnes seront acceptés par tous les acteurs politiques. L'aide-mémoire de la 8e mission conjointe de suivi du programme de développement stratégique de l'éducation de base SPPDCEB en Aprégé a été signée, c'était hier 21 octobre, par le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et la représentante du chef de file des partenaires techniques et financiers. Cette signature est intervenue juste après l'exposé de cette aide-mémoire, le reportage de Fatibata Nikema. Du 1er septembre au 13 octobre 2020, s'est déroulé l'atelier technique de la 8e mission conjointe de suivi de la mise en œuvre du programme de développement stratégique de l'éducation de base PDCEB. Un cadre de travail dont les conclusions ont permis d'aboutir à la rédaction d'un aide-mémoire. Un document qui a été signé par les deux parties que sont le gouvernement burkinabé et les partenaires techniques et financiers de l'éducation et de la formation. L'atelier technique a également été l'occasion pour les différentes parties d'échanger sur les thèmes prioritaires de 2019, d'identifier éventuellement de nouveaux thèmes et de formuler 8 recommandations pertinentes, dont 2 anciennes reconduites et qui devraient permettre au sous-secteur d'enregistrer des progrès tangibles en 2020. Le bilan de la mise en œuvre des recommandations issues de la 7e mission conjointe de suivi du PDCEB démontre que sur 9 précédentes recommandations, seulement 3 ont été entièrement réalisées, 4 en attente d'aboutissement et 2 non réalisées. Un bilan interpellateur selon la représentante des partenaires techniques et financiers. La 8e mission conjointe du suivi du PDCEB
PDCEB a retenu 7 recommandations, dont 5 nouvelles et 2 anciennes, reconduites de la 7e mission du PDCEB. Elle a également décidé de la poursuite de 4 actions pour l'aboutissement de 4 recommandations de la 7e mission conjointe. Afin de créer les conditions favorables et faciliter leur mise en œuvre dans un délai réduit, il serait nécessaire, 1. de mettre en œuvre le plan d'amélioration du fonctionnement des groupes thématiques, 2. de garantir les ressources financières nécessaires, et 3. faciliter leur déblocage pour le financement des actions dans la mise en œuvre des recommandations. Les partenaires techniques et financiers ont également saisi l'occasion pour féliciter le gouvernement burkinabé pour la hausse du budget alloué au ministère en charge de l'éducation nationale qui était de 21,29% en 2019 contre 19,79% en 2018. Rendez-vous a été donné en avril 2021 pour la 9e mission conjointe de suivi du PDCEB, qui d'ailleurs va bientôt prendre fin pour faire place à un nouveau référentiel qui va régir le système éducatif burkinabé au cours des 5 prochaines années. Dans le cadre de sa tournée régionale, le ministre en charge de l'action humanitaire, Marie-Laurence Ilboudo-Marchal, a marqué un arrêt le 19 octobre dernier dans la région de l'Est. Elle a eu des échanges avec des personnes vivant avec un handicap. Au centre de leurs préoccupations, il y a la question de la carte d'invalidité et celle des bourses scolaires des enfants vivant avec un handicap. Dialogue direct entre les personnes en situation de handicap de la région de l'Est et leur ministre de tutelle Marie-Laurence Ilboudo-Marchal. Lors de cette rencontre, elles ont égrené leurs doléances qui étaient axées, entre autres, sur la question de la prise en charge sanitaire et de l'accès au crédit. Les tables d'accouchement au niveau de nos structures sanitaires. Et faire des rampes d'accès dans tous les services administratifs de la ville. Financière, c'est appuyer aussi, après les AGR que nos membres gagnent, nous voulons qu'ils essaient d'octroyer plus de moyens à des entreprises qualifiées pour les handicapés. Et nous a répondu favorablement. Le handicap n'est pas une fatalité et la personne en situation de handicap est une personne à part entière qui a besoin d'un accompagnement particulier pour son épanouissement. Tel a été le message de la ministre de l'Action humanitaire lors de ce forum régional. Elle promet donc mener des plaidoyers pour une meilleure prise en compte des préoccupations de cette couche vulnérable. Nous sommes un département transversal, donc il faut que nous travaillions avec les autres départements pour un accompagnement plus désagrégé, tel que la santé, pour avoir un plateau technique plus adapté au handicap, tel que l'éducation inclusive pour avoir un handicap. En ce qui concerne l'accès aux ressources, ils en ont, mais deux fois ils sont méconnus des autres. Et l'augmentation de l'appui en AGR, c'est un plaidoyer que nous allons faire. Ils vont venir devant le chef de l'État qui va décider de l'arbitrage budgétaire pour augmenter cela. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Ils sont volontaires, nous sommes volontaires. Et c'est un bon partenariat parce que 2 volontés au carré, ça n'amène que vraiment un développement durable pour Burkina Faso. Ce forum régional des personnes en situation de handicap se tient en prélude du forum national qui aura lieu à Ouagadougou du 26 au 27 octobre 2020. Le Premier ministre Christophe Dabiri a posé mardi à Bobo-Dioulasso la première pierre du 2e centre hospitalier universitaire de la ville. D'une capacité d'accueil de 500 lits, ce centre hospitalier de référence sera construit dans le village de Pala. Il est situé à la sortie de Bobo-Dioulasso. Avec 9 zones de fonctionnalité, l'infrastructure va coûter 60 milliards de francs CFA. Joseph Okoudougou. C'est finalement à Pala, village rattaché à la commune de Bobo-Dioulasso, qui a été choisi pour la construction du nouveau centre hospitalier universitaire de référence. C'est la concrétisation d'une vision. La vision de relations de coopération et d'amitié entre 2 peuples, le peuple burkinabé et le peuple de la République populaire de Chine. Et ces relations de coopération et de fraternité, c'est entre 2 hommes, le président chinois et le président du Faso. Et aujourd'hui, en posant cette première pierre, nous concrétisons une vision parce que le choix de travailler avec la République populaire de Chine
est un choix stratégique. Et je pense que ça concrétise ce choix stratégique du président du Faso et nous ne pouvons que nous en réjouir. Ce projet de construction du nouveau CHU de Sia a fait couler beaucoup d'encre et de salive autour du choix du site de la forêt classée de Kwa. Avec cette pose de la première pierre, le projet devient enfin une réalité. Le président du Faso est passé par beaucoup de turpitudes avant qu'on arrive à cela. Il aurait pu décider d'abandonner, de baisser la garde et de dire bon, on va chercher ailleurs parce que nous avons des difficultés au niveau de la région des Hauts-Bassins. Mais il a tenu à ce que cet hôpital soit construit sur le site de Kwa, ou si vous voulez, sur le site de Pala, parce que c'est de cela qu'il s'agit, parce qu'il est convaincu que c'était un acte fort et de reconnaissance en direction des populations de la région des Hauts-Bassins. La construction de cet hôpital se veut le symbole de vitalité de la coopération et de l'amitié entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. Je pense que le gouvernement a toujours pris notre engagement et on va respecter strictement. Et aujourd'hui, c'est vraiment un redémarrage avec vraiment une concertation unanime sur le site et aussi sur le respect de protection de l'environnement. Et je pense qu'avec cette nouvelle motivation, avec ce nouveau coup d'envoi, on peut aborder non seulement une infrastructure nouvelle, mais aussi plus d'effets positifs collatéraux pour le nouveau emploi, pour le nouveau service médical, pour la nouvelle technologie médicale et ainsi d'autres. D'un coût estimé à 60 milliards de francs CFA, avec un délai d'exécution des travaux de 36 mois, ce CHU sera bâti sur une superficie totale de 30 hectares. La conférence inaugurale de la fête nationale entrant dans le cadre des festivités du 11 décembre s'est tenue le 17 octobre dernier. Elle lance une série d'activités dans la région des Cascades. Lancée à la faveur de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, elle a été présidée par la ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, Adja Fatimata Ouattara, qui représentait le Premier ministre. Cohésion nationale, c'était la thématique centrale. Le reportage de Joseph Okoudougou. Cette conférence inaugurale marque le lancement des activités entrant dans le cadre des festivités du 11 décembre 2020. Une activité placée sous la présidence de la ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, représentant le Premier ministre. Son Excellence m'a chargé donc de transmettre aux filles et aux fils de la région à plus d'engagement pour vaincre cette crise sanitaire à coronavirus, à plus d'engagement pour accompagner le gouvernement à vaincre donc le terrorisme. Mais il dit qu'il faut encore plus d'engagement pour mobiliser les ressources, pour non seulement faire face aux crises, mais aussi continuer dans le développement économique et social. Mais il dit qu'il faut encore plus d'engagement pour mobiliser les ressources, pour non seulement faire face aux crises, mais aussi continuer dans le développement économique et social. Cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable du Burkina Faso dans un contexte d'insécurité et de Covid-19, c'est le thème retenu pour ce cadre d'échange. Chaque année, le gouvernement arrête un thème en fonction des préoccupations du moment. Comme vous le savez, le thème de cette année, les mots-clés sont quoi? Cohésion nationale, engagement patriotique, et vous avez également le développement durable, vous avez l'insécurité et la maladie à coronavirus. Donc ce sont vraiment des mots-clés qui traduisent effectivement les préoccupations de notre pays en cette année 2020. Pour le conférencier, la cohésion sociale est nécessaire pour asseoir les bases d'un développement durable et harmonieux. Il faut donc travailler pour la préserver et la consolider à tout prix. Il faut qu'on regarde tous dans la même direction, à travers le pays. Et deuxième chose importante, c'est de nous connaître, parce qu'on ne se connaît même pas bien. Vous voyez, les communautés, elles vivent les unes à côté des autres, mais elles ne se connaissent pas. Il faut faire très attention à notre discours, surtout de la part des responsables. Ce que le président du Faso dit, le Premier ministre, le président de l'Assemblée, un ministre, un gouverneur, un haut-commissaire et un maire, c'est toujours un message de l'État. C'est dans le discours que l'unité nationale se construit. La cohésion commence par le discours que nous tenons. Et tout ce qu'une certaine responsabilité, je vais parler par là, les dirigeants, mais également les responsables des communautés confessionnelles. Toujours dans le cadre de ces activités commémoratives du 11 décembre 2020, 3 autres panels ont été organisés à Nyangologo, à Sendou et à Banfora.
L'objectif étant d'inciter les populations à s'approprier des enjeux du thème et à travailler pour un vivre ensemble dans la paix. Les capacités d'intervention de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers se sont renforcées et par le biais du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, l'ONG L'Amici del Burkina et Rhodes Energy Construction ont offert 4 véhicules à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. La cérémonie de remise de ce don a eu lieu ce 22 octobre au sein de la 8e compagnie d'incendie et de secours de la BNSP. Mamit Rena Kamambou pour le détail. Ce sont au total 4 véhicules qui viennent renforcer les capacités opérationnelles de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. C'est un acte de générosité de l'ONG Amici del Burkina et l'entreprise Rhodes Energy Construction qui va contribuer à la protection des populations du Burkina Faso. Le ministre d'État de la Défense nationale et des anciens combattants a saisi cette occasion pour réitérer sa reconnaissance à ses partenaires dont les efforts ont rendu possible ce don. Et le porte-parole du gouvernement d'encourager les acteurs économiques à emboîter le pas de ce donateur. L'État a certes une responsabilité importante dans la protection civile, mais aujourd'hui nous avons des acteurs économiques, nous avons des puissances financières qui doivent être capables également de sortir de cet espace-là et d'accompagner nos forces de défense et de sécurité et plus particulièrement les soldats du feu comme on les appelle. Donc c'est l'occasion de féliciter les donateurs, c'est l'occasion également d'encourager nos forces de défense et de sécurité qui sont, parfois on l'oublie, au quotidien de nos vies. C'est vrai qu'ils sont au feu dans la guerre contre le terrorisme, mais ils sont également au feu dans nos accidents de la circulation, dans nos incendies au quotidien, dans les provinces, dans les inondations, et c'est ceux qui apportent le secours. Donc la contribution nationale et la solidarité nationale sont essentielles pour maintenir cette lutte-là. D'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA, ces moyens roulants qui ont été remis officiellement à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est composé de plusieurs types de véhicules. Ces 2 engins d'incendie qui servent à éteindre les feux d'incendie, un camion-citerne qui transporte de l'eau potable de consommation qu'on peut utiliser pour servir la population dans des zones défavorisées en cas d'événement ou bien pour servir notre propre personnel. Et l'autre engin, c'est une échelle automatique d'une longueur de 30 mètres qui permet de faire les sauvetages dans des immeubles d'une hauteur de 30 mètres maximum et aussi de pouvoir faire des extinctions dans des zones inaccessibles en mettant les lances d'incendie au niveau de l'échelle. Et au regard de la qualité des véhicules offerts, le ministre en charge de la Défense nationale a invité les bénéficiaires à en prendre grand soin. Et le commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de rassurer le ministre que ces véhicules seront utilisés rapidement par les unités de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers. Le Mali, pour clore ce rendez-vous d'information, le 6 septembre dernier, on se rappelle, l'ex-chef d'État Ibeka s'envolait en direction d'un pays du Golfe lorsque son état de santé s'était brusquement dégradé. Avant son départ, Ibeka avait même été admis dans une clinique privée à Bamako. Et après 1 mois et quelques jours de traitement, le président déchu a regagné son pays. C'était hier mercredi dans la soirée. Globalement, les Maliens saluent son retour. Et pour rappel, sa sortie du pays avait été négociée par la CEDEAO. Écoutons la réaction des Maliens sur le retour de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils sont interrogés par notre correspondant au Mali, Bourema Soulou. Moi, je pense que c'est même du pléonasme de dire qu'Ibeka revient au Mali. C'est du pléonasme. Où est-ce qu'il peut aller? C'est un grand patriote. Il n'a aucun pays ici, c'est le Mali. Il n'a qu'une seule nationalité, la nationalité malienne. Où est-ce qu'il peut aller si ce n'est pas le Mali? Vraiment, moi, je ne comprends pas même le fait que les gens pensent qu'il pourra un seul jour fuir de ce pays-là parce que simplement il a quitté le pouvoir. Que non, Ibeka est un homme honnête, un patriote, peut-être l'un des plus patriotes des Maliens. Et je ne vois pas ce qu'il se reproche ou ce que la justice lui reproche. Ce retour, on pourrait dire aussi que c'est d'un côté la CEDEAO a respecté son engagement, le fait qu'on l'a laissé partir, on lui a laissé partir pour aller subir des soins et qu'il soit de retour, c'est une bonne chose. On peut aussi remercier la CEDEAO pour ce fait.
Bon, je pense que c'est une très bonne chose, puisque lors de la fin de son régime, il était dans un état pas mal, il était un peu malade, puisqu'il a eu la chance, on l'a laissé partir, se faire soigner. Je crois qu'il a tenu parole, puisqu'il a laissé faire soigner puis revenir. Et cela peut contribuer à apaiser le climat social et politique, puisqu'il est issu d'un parti politique. Déjà que le parti a appelé acte de coup d'État, bon, cela aussi a apaisé les tensions sociales. Je crois que son retour est une bonne chose. Je crois que son retour, il doit profiter pour se reposer et prier pour la stabilité du pays. Des avis qui marquent le point final de ce 20h que j'ai pris d'ailleurs plaisir à présenter. Le programme lui se poursuit sur TruTV et nous vous souhaitons bonne suite de programme.